Le village s'étirait à l'aube comme un animal qui se réveille, exhalant l'odeur des feux de bois et de la terre encore fraîche. Sur la colline, la case d'Ayana Mandla, guérisseuse respectée et redoutée, gardait sa lumière. Elle venait d'avoir 60 ans, mais son port demeurait droit, ses yeux sombres si vifs qu'au premier jour où elle avait compris qu'elle pouvait entendre les choses que les autres n'entendaient pas, le murmure des rivières, la plainte des arbres, la cadence secrète des étoiles. Le monde venait jusqu'à elle avec ses fractures, enfants fiévreux, femmes meurtries, hommes qui avaient perdu leur route. Ayana les recevait dans l'odeur mêlée d'encens, de camarets et de feuilles macérées, devant la table où dormaient Cory, collier d'os et pierres de rivière. Sa réputation dépassait les frontières du district. On disait qu'elle savait lire dans l'eau comme dans un miroir, et que les esprits, s'ils existent, se délassaient près d'elle, apprivoisés. Ce matin-là, on avait frappé à sa porte pour une course simple. Un sachet de riz, du savon, un bidon d'huile à faire livrer au bas du village. La voix venue de la cour était hésitante, jeune. Ayana sortit, et le vit. Le garçon tenait la commande contre sa poitrine. 20 ans, grand, les épaules encore celles d'un fils, mais les yeux de quelqu'un qui a connu la poussière et l'effort. Il s'appelait Soumela. Sa voix, quand il dit « Bonjour maman », avait cette douceur grave qui fait penser à l'eau calme d'un puits. Une seconde suffit. La guérisseuse sentit la pièce tourner, comme lorsqu'une calebasse renverse l'ombre et que le dessin véritable se révèle, une étoile. Pas la pâle lumière des destins ordinaires, un astre large et net, pris dans l'aura du garçon comme une braise dans un écrin. Tout en lui parlait de chemins qui s'ouvrent, de portes qui cèdent, de clans qui changent de peau. Ayana, qui prétendait n'appartenir à personne, se surprit à vouloir appartenir à cette étoile. Elle n'avait jamais cédé aux appels de la chair ni aux illusions romanesques. On la disait mariée à son art et aux ancêtres. Mais l'étoile de Soumela ne lui promettait pas un corps, elle lui promettait un sens. Le soir, elle fit monter la calebasse pleine d'eau claire. Elle jeta 3 coris, posa la main sur le bois et laissa son souffle s'accorder au battement du silence. Les signes, d'abord obscurs, s'alignèrent, l'enfant des carrefours, le souffle de l'Est, le pacte de la route, la tâche bénie. Puis un dernier signe, plus fort que les autres, les 2 flammes sous un même toit. Elle ferma les yeux. Les esprits ne parlaient pas d'un patient, mais d'un lien. On l'avait engagé pour une simple course, on l'avait exposé à un destin. On raconte que les ancêtres rient parfois de nos certitudes. Ayana, ce soir-là, n'avait plus de certitude. Seulement un désir qui ressemblait à une assignation. Elle posa la calebasse, remit les coris dans la poche de tissu qui pendait à sa taille, se redressa comme quelqu'un qui accepte et qui craint. Dans la maison de Banco fissurée, en contrebas, la mère de Soumela, veuve depuis 5 ans, rangeait les restes du repas. La grande sœur, Aïssata, lorgnait une annonce de visa posée sur la table, l'Europe comme une promesse large, bleue et presque cruelle. L'avenir tenait, pour elle, dans des calculs de coûts, des dossiers, des guichets où l'on parle à voix basse. Nulle place, croyait Aïssata, pour les comptes et les fétiches. Pourtant, le lendemain, Ayana Mandla frappa à leur porte. « J'ai vu l'étoile de votre fils », dit-elle sans détour. « Je veux l'épouser. » Les mots tombèrent au sol comme un calebasse qui se brise. La veuve étouffa un cri, Aïssata se redressa, les doigts serrés sur le prospectus bleu. Le village, en quelques jours, serait une ruche de rumeurs. Mais dès l'instant du choc, quelque chose avait commencé. Un tiraillement entre consentement et refus, entre défense et destin, entre amour et pouvoir. Ayana regarda la mère avec l'obstination d'une prière. « Je prendrai soin de vous. De lui. De vous deux. Votre maison connaîtra la profusion. » Sa voix ne tremblait pas. Elle ne savait pas marchander, elle prophétisait. Dans le fond de la pièce, Soumela, rentrée plus tôt, avait tout entendu. Le monde se contracta, brutal, incompréhensible. Il n'avait jamais pensé au mariage, encore moins à un mariage avec elle, l'icône, la pierre, la forêt. C'était scandaleux. C'était impossible. C'était peut-être, murmura une chose ancienne au fond de lui, inévitable. C'est ainsi que l'histoire commença, par une demande qui n'en était pas une, par une promesse qui n'en était pas tout à fait une, par une étoile qu'on croyait voir et qu'on allait apprendre à lire. La nouvelle se répandit comme du feu sur l'herbe sèche. Avant le coucher du soleil, tout le village savait que la guérisseuse Ayana Mandla, 60 ans, avait demandé en mariage Soumela, 20 ans, fils cadet d'une veuve. On sortit les vieux récits, on retrouva des proverbes, on affûta des jugements. Les uns criaient à l'outrage,
les autres à la bénédiction. Chez la veuve, l'air brûlait. La mère, Yandé, serrait son pagne autour de la taille comme si un vent voulait l'emporter. Elle avait connu les longues saisons de disette, les nuits de fièvre où l'on prie à voix basse, les matins de marché où l'on grelotte derrière un étal de tomates. L'idée qu'une puissance comme Ayana propose d'adopter son combat semblait une grâce. L'idée d'offrir son fils à une femme de 3 fois son âge semblait un arrachement. Aïssata, la sœur, brandit son rêve comme un bouclier. Il y a l'Europe. Il y a les dossiers. Si tu veux aider, donne-nous de quoi payer l'agence, pas de quoi nous attacher. La réplique claqua. Dans ses yeux brillait une peur franche, que leur pauvreté soit exploitée, habillée de sacré. Soumela restait muet, la nuque raidie, la poitrine trop serrée pour un souffle profond. Ayana, face à eux, ne paraissait ni offensée ni vaincue. Elle constatait. Votre refus est votre droit. Mais l'étoile l'a dit, 2 flammes sous un même toit. Je vous laisserai le temps. Elle se leva, déposa un panier de vivres et de remèdes près de la porte, et s'en alla. Dans le village, les amis de Soumela le prenaient à part, tour à tour goguenards et envieux. Frère, c'est la fortune qui te poursuit. Frère, c'est le serpent qui a mis une couronne. Les anciens faisaient cercle sous le fromager. Certains rappelaient des mariages rituels où l'âge importe moins que l'équilibre des forces, d'autres brandissaient la morale, l'honneur du garçon. La nuit, la cour de Yandé s'emplissait d'ombres qu'on appelait rumeurs. Elle menace, elle promet, elle encercle. On prêta à Ayana des intentions qu'elle n'avait pas prononcées, des pouvoirs qu'elle n'avait pas revendiqués. Elle, depuis sa colline, veillait. Elle parlait peu, elle consultait. Dans sa calebasse, l'étoile revenait, obstinée, splendide, insoumise. Il fallait la mériter. Un lendemain, Ayana revint, non pas avec des palabres, mais avec un acte. Elle soigna gratuitement 3 enfants malades dans le voisinage, paya la dette d'une vendeuse d'arachides, et déposa chez Yandé un sachet de médicaments estampillés de la ville. « Je ne prends rien, dit-elle. J'accorde. » Yandé eut les yeux pleins d'eau. La dignité luttait contre la nécessité. « Ce n'est pas un achat, » dit Ayana doucement à Soumela, croisant son regard. « C'est un pari. Je parie sur ton étoile. Je parie ma vieillesse, ma réputation, mon toit. » Elle laissa ces mots dans la pièce comme on laisse une graine dans la terre. Et repartit. Ce soir-là, Soumela sortit seule, jusqu'au puits. Il plongea le seau, remonta l'eau glacée, s'aspergea le visage. La voix du village, des réseaux, des oncles, du monde trop forte. Il chercha sa propre voix. Il n'entendit que le battement de son cœur. Et cet étrange sentiment, ni peur ni désir, une traction. Le refus de la famille se raffermit. Yandé déclara fermement que son fils ne serait pas remis. Aïssata, plus ardente, mena une petite croisade. Elle alla voir l'imam, puis le chef du quartier, puis une association de femmes, dénonçant une emprise, sous couvert de guérison. L'affaire franchit la colline et atteignit la station locale. Un animateur alluma les micros. Débat du jour, tradition, pouvoir spirituel et consentement, l'affaire Ayana et le jeune Soumela. Dans la maison, la radio crépitait. Des voix s'opposaient. Certaines femmes appelaient en larmes. Qu'on laisse ce garçon tranquille. D'autres disaient. Et s'il s'agissait d'un pacte d'élévation que nous ne comprenons pas? Le pays commençait à se pencher sur leur table bancale, à jauger la misère, à tutoyer leur honte. Ayana n'ajouta rien. Elle soignait, elle vendait des feuilles, elle lavait sa cour à grande eau chaque matin, comme on purifie une intention. Pourtant, des signes discrets, ambigus, commencèrent à effleurer la vie de la famille. La migraine lancinante de Yandé cessa du jour au lendemain après qu'un sachet de remède fut resté, oublié, près du foyer. Le carnet d'Aïssata trouva, par un concours de circonstances insensées, une promesse de stage dans une ONG qui l'approchait pour un programme en Europe. Quant à Soumela, sa petite activité de livraison, jusque-là modeste, explosa après qu'un commerçant de la grande route lui confia. D'un bloc, ses clients. Ce n'est pas elle, dit Aïssata, blême. Ça ne change rien. Mais la nuit, elle caressait la brochure de l'ONG comme on touche l'écaille d'un miracle. Le village enfla d'une polémique nationale. Télévision, réseau, hashtag. On découpa l'histoire en mots faciles, sexagénaire, jeune, féticheuse, emprise, pouvoir. On invita des juristes, des sociologues, des théologiens. Un clip repris en boucle montrait Ayana face caméra. Je ne contrains personne. Je demande,
J'attends, je protège. Sa voix était calme, son regard débarrassé de toute coquetterie. Beaucoup, en la voyant, furent pris d'un doute sur leur propre certitude. C'est alors que vinrent les rumeurs sombres. On accusa Ayana d'avoir déclenché une pluie qui avait saccagé un champ, puis d'avoir rendu muet un notable style. Des mensonges, mais efficaces, collants. Le téléphone de Yandé n'arrêtait plus. Surtout ne cède pas. Signe, on vous tirera de tout ça. La veuve, emportée par le vertige, tomba malade quelques jours, délirant. Laissons mon fils, laissons-le à sa vie. Ayana descendit un soir, discrète, escortée d'une seule vieille voisine, s'assit au chevet, posa une main sur le front de Yandé. Je ne veux pas ton fils contre toi. Je veux avec toi. La fièvre tomba comme un rideau. Aïssata laissa échapper un hoquet. Soumela, immobile dans l'embrasure, vit sa mère sourire, enfin, d'un sourire sans lutte. Quelque chose céda, non pas une dignité, une peur. Le lendemain, une chaîne nationale proposa un plateau. Ayana, Yandé, un juriste, un imam, une militante féministe et un présentateur dont la cravate serrée parfumait la joute. Soumela, qu'on voulait, refusa d'y aller. Je ne suis pas un spectacle. Il resta dehors, marchant longueur de la route jusqu'au marché, tandis que, à l'écran, on se disputait sa vie. Ayana parla peu. J'ai demandé. J'attends. Je n'entrerai pas par la fenêtre si la porte reste fermée. Le juriste parla de consentement, l'imam de Nika et de sagesse, la militante dénonça l'asymétrie des pouvoirs. Yandé, la voix douce, dit seulement « Je veux le bonheur de mon fils. Je ne veux pas qu'on le prenne. Je ne veux pas, non plus, mourir inquiète. » Le pays entier suspendit sa respiration. À la fin de l'émission, le présentateur tendit le micro à Ayana. « Pourquoi lui ?» Elle répondit « Parce que son étoile me parle depuis que j'ai mis les yeux sur lui. Et parce que mon toit, qui a abrité tant de douleurs, mérite d'abriter, pour les années qui me restent, la joie. » Le mot, prononcé sans pathos, traversa l'écran. Dehors, dans le vacarme des klaxons, Soumela fut rejoint par un vieil ami de son père, Baba Sori, qui posa une main sur son épaule. « Tu as le droit de dire non. Tu as aussi le droit de dire oui si c'est toi qui parles. N'écoute pas nos peurs empruntées. Cherche la tienne, et si elle te dit d'y aller, vas-y droit. » C'était la première parole qui ne l'annexait pas, qui ne l'enrôlait chez aucune armée. Cette nuit-là, Soumela rêva. Il se voyait enfant, courant derrière son père disparu, incapable de le rattraper. Puis le rêve bifurquait, son père s'arrêtait, lui tendait un calebasse. Il buvait. L'eau avait goût de miel et de cendre. Au réveil, il comprit seulement qu'il ne fuyait plus, il allait. Au village, la tension atteignit un seuil. Des jeunes voulurent défendre Soumela par un cortège. D'autres voulurent protéger Ayana par une veillée. Les anciens imposèrent un palabre. Sommet sous le fromager, famille, autorité, marabout, imam, et le cercle des femmes. On décida d'un chemin, 3 semaines de réflexion, sans contact direct, puis un choix devant témoins, scellé par la parole des aînés. Ayana acquiesça sans ciller. 3 semaines, 3 lunes. Elle remonta la colline dans un silence transparent. Aïssata claqua la porte en rentrant chez elle, puis s'assit par terre, à bout de souffle. La peur avait changé de camp. Ce n'était plus la peur d'Ayana, c'était la peur de perdre tout ce qui venait enfin. Son stage, la promesse d'ailleurs, la guérison de sa mère. Elle comprit soudain que, pour la première fois, la question n'était peut-être pas « sauver Soumela d'Ayana », mais « écouter Soumela ». Première lune. Le village sembla retenir le pas. Ayana ferma sa cour à la foule et ne reçut que les urgences, s'occupant de veuves et d'enfants comme pour purifier son attente. Le soir, elle restait longtemps à regarder l'ouest se couvrir d'or, puis d'un bleu profond où s'accrochaient les premières étoiles. Elle ne conjurait rien. Elle espérait. À la maison, Yandé reprenait des forces, plaisantait un peu, envoyait Soumela livrer. Aïssata signait enfin un précontrat de mobilité. L'ONG confirmait un billet d'avion pour un stage de 6 mois, si elle produisait un garant. Elle n'osa pas l'exiger de la guérisseuse. Pourtant, au matin du 5e jour, une enveloppe fut glissée sous la porte. Le garant y figurait, signé, net. Pas un mot. 2e lune. Le pays s'électrise. Une vidéo sortie des téléphones montre Ayana chantant, très tôt, devant sa cour. Ce n'est pas un chant de pouvoir, mais une mélopée presque enfantine, une tendresse.
Les commentaires se déchirent. Dans les grandes villes, on peint sur des murs. Le consentement est sacré. D'autres tags rétorquent. NOS tradition aussi. Des éditorialistes appellent au calme. On s'insulte en privé. Soumela, au milieu, devient silencieux comme un arbre. Il prend l'habitude d'aller jusqu'au fleuve au crépuscule. Le fleuve et ses rives boueuses lui apprennent la patience. La lumière s'étire, les oiseaux descendent, l'air fraîchit. Un soir, il croise Ayana au loin, elle est venue pour une vieille femme du quartier voisin. Il ne se salue pas. Mais il voit, de ses yeux, que la guérisseuse marche lentement, sans escorte, comme quelqu'un qui vieillit tout à coup, et cela le frappe comme une vérité simple. Elle est humaine. 3e lune. Les signes reviennent. Un enfant que Soumela adore, Fadel, se casse le bras. Hôpital plein, trajet trop cher. La guérisseuse, avertie par une voisine, débarque sans bruit, arrange un transport, parle au médecin de garde, paie la radio. Le lendemain, elle nulle part. Fadel, plâtre blanc, rit aux éclats. Yandé, en larmes muettes, comprend ce que son cœur savait déjà. Elle les protège, sans les humilier. La veille du palabre, l'imam rend visite à Yandé. La loi t'écoute, dit-il. Dieu ne méprise pas les vieilles femmes. Dieu n'oblige pas les jeunes hommes. S'il dit oui, que ce soit vrai. S'il dit non, que ce soit vrai. Il prie un long moment, sans bruit. Au sortir, la cour paraît plus grande. Cette nuit-là, Soumela rêve à nouveau. Il n'y a ni père ni calebasse. Il y a une maison aux murs blanchis, 2 silhouettes assises près d'une lampe. L'une tricote lentement, l'autre lit à voix haute un courrier venu d'ailleurs. Au fond de la pièce, sur une natte, sa mère dort d'un vrai sommeil. Il se réveille avec une phrase claire comme une pierre. On peut aimer autrement. Le fromager tend ses branches comme une tente. Les chaises en plastique grincent, la foule, large et dense, ondule dans la chaleur. Les aînés ouvrent le cercle. On appelle les noms. Ayana Mandla avance, drapée d'un panier cru. Yandé s'assoit, droite. Aïssata serre son sac contre elle. Soumela vient, sans chapeau, les mains vides. Le chef de terre rappelle l'accord. 3 lunes d'abstinence, de silence, de réflexion. Puis il se tait. L'imam incline la tête. On demande au garçon de parler. Soumela regarde l'arbre, puis la colline où la case d'Ayana s'accroche à la pente, puis le visage de sa mère, puis celui d'Aïssata. Sa voix, quand elle sort, a la solidité du bois. Ce que je dis n'est pas la voix du pays, ni la peur, ni la joie des autres. C'est la mienne. Un frémissement court. Je ne suis pas un trophée, pas un enfant qu'on vend. Je suis un homme. J'ai vu le bien qu'elle fait sans nous blesser. J'ai vu ma mère guérir, ma sœur s'ouvrir, notre maison respirer. J'ai compris que le mariage peut être un lieu d'honneur et de soins. Je dis oui. Le silence n'est pas d'abord un bruit, c'est une déflagration cousue. Puis viennent les clameurs, certains pleurent, d'autres protestent, d'autres applaudissent comme à un but. Les anciens lèvent la main, calme. Le chef répète, « Nous avons entendu. » Quelqu'un s'oppose-t-il? Quelques voix murmurent, mais la force du cercle tient. L'imam précise la condition. Acte clair, consentement public, protection écrite pour la mère, pour la sœur, pour le mari lui-même. Ayana incline la tête, qu'il en soit ainsi. Le mariage est célébré au couchant, simple. Pas de danse bruyante, pas de faste cruel. Des youyous sobres, des dates, du lait. Le contrat inclut ce que personne n'attend mais que tout le monde lit. Rente mensuelle pour Yandé, prise en charge du billet et du logement d'Aïssata pour l'ONG, et rareté inouïe, clause de révocabilité si Soumela se dit humilié ou contraint. Les aînés sourient, soulagés. La tradition sait se plier sans se rompre. Au village, certains se murent dans l'ironie. D'autres, plus nombreux qu'on ne le croit, posent la main sur le cœur en croisant Ayana et Soumela marchant côte à côte. Ils ne se tiennent pas par la main. Ils se tiennent par la marche. La polémique nationale s'apaise lentement, puis se transforme. On commence à parler non de scandale, mais de contrats exemplaires, d'accords protecteurs, de consentements outillés. Des universitaires publient, des plateaux s'excusent. Le pays se surprend à garder l'histoire comme un miroir ou se regarder moins binaire. Chez eux, une table nouvelle est installée. Une lampe. Des livres. Une natte épaisse où, chaque soir, Yandé dort sans fièvre. Aïssata s'envole un matin de saison sèche, billet en main,
tremblante et victorieuse. Elle se retourne avant de franchir le sas et sourit. Grande. Je reviens avec de quoi bâtir grand. Ayana, parfois, s'assied à la porte et regarde le ciel changer d'or en indigo. Soumela revient des livraisons, les bras pleins de pain et de fruits. Ils parlent. Ils se taisent. Leur maison ne ressemble pas à un roman. Elle ressemble à un port. Les années, quand elles veulent être belles, savent être sobres. On attendait la démesure, on eut l'ordinaire agrandi. Ayana Mandla n'a pas cessé de soigner. Elle reçoit moins de foule que jadis, mais mieux. Elle institue des règles. Plus jamais de demandes sans palabres, plus jamais de dons sans feuille écrite. On la raille, elle sourit. On la remercie, elle détourne le regard. Le pouvoir, elle l'a appris, ne vaut que s'il se dépose au lieu de s'imposer. Soumela a conservé son métier, qu'il a élargi. Il coordonne désormais un réseau de coursiers du district, payés à l'heure, assurés. Il a ce sérieux des gens qui ont connu le bruit et choisi la mesure. Il aime Ayana sans travestir le mot, parfois avec la douceur d'un fils affectueux, parfois avec la loyauté d'un allié, parfois avec une tendresse d'époux qui ne ressemble à aucune autre. Ils ont inventé une grammaire. Yandé vieillit tranquillement. Son rire revient comme un oiseau qu'on croyait perdu. Elle raconte à qui veut l'entendre comment on peut traverser le feu en gardant la peau. Elle ne théâtralise rien. Elle tient la main de ceux qui tremblent et dit « On peut choisir, même dans la pénurie ». Les saisons passèrent. Sous le toit d'Ayana Mandla, la maison avait retrouvé un souffle. Soumela s'était affirmé comme un homme à la fois solide et attentif. Ayana continuait à soigner les corps et les âmes, ayant dégoûté enfin au repos qu'elle n'avait jamais connu. Mais un matin, une lettre arriva d'Europe, écrite sur un papier glacé. L'écriture élégante d'Aïssata annonçait son retour. « Je rentre, maman. Et je ne rentre pas seule. » Yandé plissa les yeux, le cœur battant. Dans ces quelques mots, elle devinait déjà une tempête. Un soir d'harmattan, le car jaune s'arrêta au bout de la route poussiéreuse. Aïssata descendit, vêtue d'une robe fluide, les cheveux attachés à l'occidentale, ses gestes plus assurés qu'autrefois. Derrière elle, un homme blanc, grand, vêtu simplement, portait 2 valises. Il souriait, maladroit mais sincère. Yandé, appuyée à sa canne, resta figée. « Qui est-ce » demanda-t-elle, la voix déjà dure. Aïssata s'avança, posa un baiser rapide sur sa joue. « Maman, voici David. Mon mari. » Un silence de plomb tomba dans la cour. Les voisins, alertés par l'arrivée, chuchotaient déjà. Yandé serra son pagne autour de la taille, son regard noir. « Un blanc. Et tu oses me dire qu'il est ton mari ? Sans ma bénédiction ?» Aïssata se raidit. Elle avait changé. Elle ne baissait plus les yeux. « Maman, je t'avais prévenu dans mes lettres. J'ai fait ma vie. Là-bas, j'ai trouvé quelqu'un qui me respecte, qui croit en moi. » Yandé tremblait, entre colère et honte. « Tu crois que les traditions sont des jouets ? Tu crois qu'on ramène les étrangers comme des marchandises du marché ?» David, mal à l'aise, baissa la tête, mais Aïssata posa une main sur son bras. « Maman, je ne suis plus la petite fille que tu envoies au puits. J'ai appris à choisir. Et j'ai choisi. » La nuit tomba sur une maison fracturée. Dans sa chambre, Yandé pleurait en silence. Sa fille, son espoir, revenait transformée, parlant une langue étrangère dans ses gestes, et lui échappait. Dans la cour, Soumela observait sa sœur et son beau-frère. Il voyait les regards du village, les sourires moqueurs, les jugements. Mais il voyait aussi la sérénité dans les yeux d'Aïssata. Ayana, assise à sa natte, regardait tout cela sans un mot. Puis, doucement, elle dit « Le monde avance, Yandé. On ne retient pas une rivière avec les mains. » La veuve secoua la tête, inconsolable. Les jours suivants furent lourds. Yandé refusait de partager la table avec David. Elle mangeait à part, murmurant « Ma fille, mariée à un blanc. Que dira-t-on des ancêtres ?» Mais peu à peu, les gestes parlèrent. David aidait au champ, portait l'eau du puits, s'asseyait humblement sous le manguier, apprenant quelques mots de la langue locale. Les voisins, d'abord railleurs, furent surpris par sa simplicité. Un soir, alors que Yandé s'était endormie, il resta près d'elle, repoussant un moustique, arrangeant sa couverture. Elle ouvrit les yeux et vit sa sincérité. Son cœur, encore dur, se fendilla. Quelques semaines plus tard,
Autour du thé, elle murmura à sa fille. Si c'est ton choix, alors je dois apprendre à vivre avec. Ce n'était pas une bénédiction pleine, mais c'était une porte entr'ouverte. La maison avait changé encore une fois. Soumela et Ayana continuaient leur vie calme et stable. Aïssata, plus affirmée, bâtissait des projets entre deux mondes, reliant l'Europe et le village. Et Yandé, malgré ses réticences, s'adoucissait devant l'évidence. L'amour de ses enfants, même différents, restait un amour. Un soir, sous le manguier, ils se retrouvèrent tous. Ayana, sereine, versant le thé. Et Soumela, comptant ses carnets de livraison. Aïssata, parlant d'Europe avec des mots nouveaux. David, écoutant avec patience. Yandé, soupirant, mais souriant malgré elle. L'étoile de Soumela brillait toujours. Mais désormais, elle éclairait une famille élargie, transformée, réconciliée, une maison où les traditions et le monde nouveau tentaient de cohabiter. Le retour d'Aïssata ne bouleversa pas seulement sa mère. Dans les ruelles, les marchés, sous l'ombre des manguiers, les langues se délièrent. Tu as vu? Elle est revenue avec un blanc. Et sa mère? Elle doit mourir de honte. Mais en même temps, regarde, il salue tout le monde, il n'a pas la morgue des autres. Les anciens se divisaient. Certains murmuraient qu'Aïssata avait souillé le nom de son père, épousant un étranger. D'autres rappelaient qu'on avait toujours marié nos filles à des autres, d'autres clans, d'autres villages, parfois d'autres pays. Mais un blanc, c'était une nouveauté qui dérangeait. Les jeunes, eux, se montraient plus curieux que critiques. Beaucoup posaient 1000 questions sur l'Europe, sur la vie là-bas, sur les routes, sur les opportunités. Pour eux, David n'était pas une menace, mais une fenêtre ouverte. Au marché, les femmes restaient froides avec Aïssata. Certaines refusaient de lui vendre du poisson ou du mil. Tu es parti là-bas, tu as oublié nos façons. Tu crois que tes habits et ton blanc font de toi une reine. Mais petit à petit, cette hostilité s'éroda quand elles virent qu'Aïssata partageait encore ses recettes, aidait au puits, plaisantait comme avant. Elle avait changé, oui, mais elle n'avait pas renié son sang. La fracture restait, mais elle se fissurait de sourires timides, d'échanges d'astuces, d'une complicité qui revenait par petites touches. Chez les hommes, surtout les jeunes célibataires, la jalousie grondait. Avec nous, elle ne voulait pas. Mais elle va là-bas, et voilà. Il raillait David dans les buvettes, imitant son accent, sa maladresse. Mais la vérité, c'est que beaucoup enviaient son assurance tranquille et sa capacité à traiter Aïssata en égal. Certains plus âgés, en revanche, y voyaient une chance. Si l'un des nôtres peut bâtir un pont avec l'Europe, ce n'est pas une honte. C'est un atout. La plus durement atteinte fut Yandé. Les voisines, autrefois compatissantes, lui lançaient des piques. Toi qui étais si fier, voilà ton gendre blanc. Tes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe. Ces paroles la blessaient comme des couteaux. Elle resta plusieurs jours enfermée, refusant de sortir. Mais Ayana, toujours posée, vint s'asseoir à ses côtés. Laisse-les parler. La bouche des gens ne nourrit personne. Ce qui compte, c'est que ta fille t'aime encore et que ton fils a trouvé sa voie. Le reste est poussière. Ces mots, simples mais fermes, furent comme un baume. Avec le temps, les regards changèrent. David, sans arrogance, travaillait à s'intégrer. Il aidait aux champs, participait aux palabres en écoutant plus qu'en parlant, mangeait du thau sans grimace, saluait toujours les anciens avec respect. Le village commença à l'accepter, non comme un des leurs, mais comme l'époux d'Aïssata, et c'était déjà beaucoup. Un jour, lors d'une fête, il fut invité à danser. Sa maladresse fit éclater de rire tout le monde, mais ce rire n'était plus du mépris, c'était un rire partagé, bienveillant. Au centre de tout cela, la maison de Soumela devint un lieu de curiosité, presque un symbole. On venait voir la veuve qui avait marié son fils à une guérisseuse, et sa fille à un Européen. Une maison à la fois moquée et admirée, rejetée et enviée. Mais dans cette maison, il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas, la paix. Soumela et Ayana, malgré les murmures, vivaient en harmonie. Aïssata et David préparaient des projets reliant le village et l'Europe, formation de jeunes, ateliers d'artisanat, microcrédit. Yandé, même si son cœur grinçait encore parfois, ne pouvait nier une évidence. Ses enfants avaient trouvé une route, chacun à sa manière. Un soir, sous le vieux manguier, la famille fut réunie. Ayana, Soumela, Yandé, Aïssata et David.
Le thé passait de main en main, les histoires circulaient. Le vent de nuit portait les chants des grillons. Yandé regarda sa fille, puis son gendre blanc. Son visage resta grave, mais ses mots furent inattendus. Peut-être que je n'ai pas choisi cette route. Mais Dieu écrit droit avec des lignes tordues. Si vous restez humble et fidèle, alors je vous accepte. Aïssata éclata en larmes, David inclina la tête avec respect. Ce soir-là, l'étoile de Soumela brillait toujours, mais elle n'éclairait plus seulement son destin. Elle baignait une famille entière, élargie, métissée, fragile mais soudée. Et le village, malgré ses murmures, dut reconnaître une vérité. Dans cette maison vivaient des gens qui, malgré tout, avaient osé aimer au-delà des murs. Le village avait longtemps parlé, jugé, murmuré. Mais avec les saisons, les cris se transformèrent en rumeurs plus douces, puis en silence. On s'habitua à voir Soumela, jeune homme devenu chef de foyer aux côtés d'Ayana Mandla, la guérisseuse au pouvoir mystérieux. On s'habitua à voir Aïssata marcher main dans la main avec David, l'Européen maladroit mais sincère. Dans la maison, malgré les différences, malgré les cicatrices, une harmonie fragile s'installa. Yandé, la veuve, finit par trouver dans le rire de ses enfants, dans la santé retrouvée, une consolation plus forte que ses rancunes. Elle comprit que la dignité ne réside pas dans le regard des voisins, mais dans la paix intérieure. Sous le grand manguier, là où les palabres avaient éclaté, là où les jugements avaient été prononcés, la famille se retrouvait souvent. Le thé circulait, les histoires se croisaient, contes anciens, rêves d'Europe, souvenirs de prison, prières pour l'avenir. Et à chaque crépuscule, quand les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Soumela levait les yeux. Il se souvenait de la prophétie, 2 flammes sous un même toit. Il souriait alors, car il avait compris. L'étoile qu'Ayana avait vue ne lui appartenait pas seule, elle éclairait toute la famille, dans ses fractures comme dans ses réconciliations. Ainsi s'achevait cette histoire, par une maison qui, malgré les scandales et les différences, avait choisi de rester debout, unie dans la diversité. Une maison où les traditions, les modernités et les esprits eux-mêmes avaient trouvé un terrain d'entente, le soin, l'amour et la paix. Fin. L'étoile des Mandla Diallo ne brillait plus pour une seule personne, mais pour un foyer entier, tissé de chair, de mémoire et d'avenir.